Donc, hop, je lance l'enregistrement. Donc, merci à tous de vous être connectés déjà ce matin pour bien démarrer la journée avec nous. Bon, c'est tôt, mais bon, voilà, le temps de prendre un petit café, ça va le faire. Donc, je pense Ben qu'on a... oui, nous, on est matinal, hein. Ah, on t'entend pas, Anne-Laure, je sais pas si... Pardon. Ah, Tu m'entends? ah oui, c'est bon, je t'entends. Oui, OK. Ah bon, bah, nickel. Donc, du coup, on va se présenter quand même rapidement, même si je pense que c'est plus vraiment nécessaire parce que vous nous connaissez quand même, je pense. Ah, bah, j'adore l'horaire de ce webinaire. Vive les matinales. Merci Mathilde. Donc, du coup, moi, c'est Nina, je suis conseillère création reprise donc à la CCIRO, comme vous le savez, plutôt en charge du coup de l'accompagnement des nouveaux dirigeants et en charge aussi du coup de l'animation de CCI Move Up avec le soutien d'Anne-Laure. Du coup, je vais laisser se présenter. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette webinaire matinal, hein. Je m'appelle donc Anne-Laure Echaeb, je suis conseiller création reprise à la CCI Euro et en même temps je suis référente formation et animation collective. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour entrer dans les coulisses de votre offre. Mais avant ça, on va se faire un petit sondage parce qu'on veut vous faire travailler un peu de bon Bah matin. oui, tant qu'à faire, hein. Je vais lancer un sondage. Je ne sais pas si... Ah, ça y est, voilà. Normalement, vous devez avoir un petit sondage qui est apparu. Donc, si vous pouvez prendre quelques minutes rapidement pour y répondre, ce serait parfait pour qu'on ait une petite idée un peu d'où vous en êtes. Alors, OK. Donc, l'idée, c'est de savoir, du coup, si vous vous questionnez déjà sur votre modèle économique. OK, donc là, on a plusieurs réponses. Donc, bah, j'ai plutôt des certitudes sur certaines choses et sur d'autres non. Donc, c'est bien, ça nous laisse des ouvertures. Et après, on a deux personnes qui fonctionnent plutôt au feeling. Ça marche. Donc, du coup, bah, merci pour vos réponses. Je pense que tout le monde a éventuellement répondu. Peut-être qu'il nous manque une personne ou deux, mais bon, en tout cas, n'hésitez pas. OK, donc on voit un petit peu la tendance. Hop, voilà. Alors, bah, les objectifs de notre webinaire de ce matin, ça va être de vous questionner, ou le but, c'est de vous questionner, de challenger vos modèles économiques. Et bah, nous allons commencer à ouvrir les pistes pour aller au-delà de la réflexion, parce que bon, réflexion, action quand même, hein. C'est ça. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ça va être important déjà avant d'analyser finalement le contexte et l'environnement dans lequel votre entreprise va évoluer. Donc, vous avez bien vu que le chat était ouvert, donc déjà, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions tout au long de la présentation. Mais du coup, là, on va faire un petit focus sur le contexte. Alors, les contextes et l'environnement, bah, ça change, ils sont évolutifs, hein. Donc, le modèle économique est un élément essentiel, mais malheureusement souvent négligé, hein. En principe, vous devez l'avoir à élaboré lors du montage de votre projet avant la création de l'entreprise. Ce travail, si vous l'avez fait, ben, ça c'est pas il faut savoir qu'il n'est pas gravé dans le marbre. Vous devez être donc capable de le faire évoluer au gré de différentes opportunités et de menaces aussi. Hmm. Tout à fait. Donc, du coup, il y a quand même plusieurs éléments qui peuvent avoir un impact sur votre activité. Donc là, on va les voir rapidement. Mais déjà, il y a la réglementation. Vous devez le Ouais. savoir mieux que personne. Mais la réglementation bouge beaucoup. Et il y a beaucoup d'évolutions qui font que, bah, elle est de plus en plus stricte. Donc ça, il faut pouvoir le prendre en compte et l'étudier. On a aussi de nouveaux canaux de distribution qui arrivent, plus l'essor des nouvelles Ouais. technologies. Donc, il faut aussi bah, pouvoir identifier quelles sont les opportunités offertes par ces nombreux canaux et tout ce qui arrive, tout ce qui est IA, big data, objets connectés. On parle beaucoup d'économie de partage aussi, donc il y a pas mal de choses qui évoluent à ce niveau-là, donc il faut pouvoir aussi l'observer. Euh, on a également des consommateurs et on le sait aussi parce qu'on est Ben, nous-mêmes des consommateurs, mais on est de plus en plus exigeants quand même. Donc ça, il faut le dire. Et on est aussi de mieux en mieux informés grâce aux réseaux sociaux, à tout ce qui se fait. On est maintenant, enfin les consommateurs sont acteurs. Donc du coup, ils ont quand même un impact important et ils sont beaucoup moins attachés. C'est-à-dire qu'avant, le consommateur, ouais. il allait vers une entreprise et il y était fidèle. Maintenant, on a beaucoup moins de fidélité quand même à ce niveau-là. Donc ça, c'est quand même un point important aussi. On a aussi de nombreux concurrents qui arrivent, ça vous devez le savoir aussi sur vos différents secteurs d'activité, et des concurrents qui vont proposer des solutions aussi
en lien avec toutes ces nouvelles technologies, ces nouveaux canaux, tout ça. On a pas mal d'acteurs aussi sur le marché, au-delà des concurrents, hein. Vous avez vos fournisseurs, vous avez vos partenaires sur le marché. Et donc, le fait de multiplier les relations, ça complexifie un petit peu la stratégie. Et ça, disons que c'est plus compliqué d'avoir des relations stables avec vos partenaires parce qu'il y en a beaucoup plus. Et après, il y a tout ce qui va être facteurs externes sur lesquels vous n'allez pas avoir de pouvoir, en tout cas de levier d'action, mais qui vont avoir une incidence sur votre entreprise. Là, on l'a vu avec tout ce qui s'est passé, hein, la crise sanitaire, la crise énergétique. Bon, là, on a eu des agriculteurs il n'y a pas longtemps, mais ce sont des faits voilà, qui vont avoir un impact important sur votre entreprise. Bah, vous l'avez compris, hein, vous n'avez pas de choix, vous êtes donc obligé de vous adapter pour garder votre place au soleil, hein, et vous devez vraiment être prête à faire pivoter, vos modèles, si nécessaire. Alors, en un mot, hein, ou plusieurs mots parce que, heu, bon, vous devez être impérativement flexible et vous devez être créatif, heu, parce que ça va vous permettre de vous adapter aux exigences du marché, hein. Tout à fait. Et après, il faut aussi relativiser parce que parfois, vous allez avoir une perturbation que vous allez à la base trouver négative. Vous allez dire, oula, ce truc-là, ça me dépasse, je ne sais pas trop comment je vais gérer ça. Mais ça peut entraîner derrière une transformation positive pour votre entreprise et ouvrir des opportunités que vous aviez peut-être pas encore envisagées ou pas du tout envisagées. Et donc, ça peut être intéressant par rapport à ça. On va vous refaire travailler en faisant un petit sondage parce qu'on aime bien les sondages. Et puis on aime bien vous faire travailler aussi. C'est ça. Alors, du coup, comment je fais? J'essaye de le lancer. Hop. Mais je ne sais pas comment ça marche. Ah, je n'y arrive pas. Alors, ah oui, arrêter le partage. Donc là, normalement, ça va être bon, je pense. Celui-là est terminé. Hop. Petit problème technique, hein, permettez-moi. Ah, voilà, ça y est. Il faut fermer. Parce que là, on en fait plusieurs. Donc là, Non, mais c'est parfait, on les voit les sondages, Ah, hein, bon, c'est super. parfait. Du coup, on vous laisse répondre au sondage de savoir qui connaît l'outil du business model Canvas. Ok, donc je l'ai déjà utilisé une ou plusieurs fois. Ok. On a bien fait de la mettre, cette réponse. Ok. Allez-y, soyez pas timide, hein. On est là pour ça. Ok. Oh, c'est mitigé. Donc, on a des personnes qui connaissent, qui l'ont déjà OK. utilisé plusieurs fois. Et on a des personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est. Ça tombe bien, parce qu'on va faire On vous explique tout, hein, donc c'est parfait. voilà, on va faire un petit rappel un petit peu de ce qu'il en est. Hop. Ah, Mathilde, elle dit qu'elle ne voit plus le sondage, mais elle connaît cet outil, qu'elle a déjà travaillé plusieurs fois. Bah, Ah, super, parfait. Merci, parfait. Mathilde. Du coup, on a l'info. Parfait. Bon, ben, le business model Canva, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ben, en fait, c'est la modélisation de votre entreprise. Donc, ça, il faut avoir en tête. On commence toujours par les clients parce que ben, vous savez très bien, les clients doivent être vraiment au cœur de votre réflexion. Et donc, du coup, il faut toujours penser client, d'accord? Et là, il est simple, vous pouvez très bien avoir une super idée, mais si les clients ne sont pas là ou ils n'est pas prêt pour payer pour votre produit ou pour votre service, il faut absolument revoir votre stratégie et votre angle d'approche, hein. Oui, tout à fait. Et du coup, il y a plusieurs questions qui vont vous permettre de vous aider un petit peu dans ce processus. Déjà, c'est de savoir quelle est votre cible ou vos Mm. cibles clients. Ça, c'est important. Vous pouvez en avoir plusieurs, hein, ça, c'est pas un souci. Mais en tout cas, il faut qu'elles soient bien identifiées. Et à quels besoins vous répondez. Et du coup, avec quelle solution, en fait. Ça, c'est déjà les premières questions. Se demander combien ça va vous coûter et combien ça coûte, hein, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc, cette question-là, il faut se poser. Et puis, une autre question qu'on va devoir aborder, c'est de quoi et de qui vous avez besoin pour proposer votre solution. Tout à fait. Et enfin, il va y avoir tout ce qui va être, est-ce que vos concurrents peuvent facilement copier ce que vous faites? Ça, c'est quand même un point qui est important. Et un autre point crucial, c'est quelle est votre valeur ajoutée et qu'est-ce que vous proposez finalement en plus par rapport à vos concurrents? Ça, c'est important de l'identifier. Alors, quand on dit proposer un truc en plus, on ne vous demande pas forcément d'être complètement révolutionnaire. Ça peut être un petit truc
un petit élément que vous allez proposer ou que vous proposez déjà sans vous en rendre compte, mais qui a une réelle valeur ajoutée pour vos clients. Donc, les business models Caneva, bah, finalement, on a 3 grandes composantes. Bon, premièrement, c'est votre stratégie marketing. Donc, c'est tous les éléments finalement qui vont vous permettre de déterminer l'attrait de votre entreprise sur le marché. Donc, c'est tout ce qui donne envie, hein, ce qui fait que le client va venir chez vous et pas chez un autre. Bien sûr, parce que c'est ça qu'on veut, hein, qu'il vienne chez nous. Ça. Euh, Deuxième point, c'est l'infrastructure. Ben, c'est en gros comment vous allez faire pour proposer cette solution à vos clients. Donc, c'est quelles activités finalement, qu'est-ce que c'est votre entreprise, qu'est-ce que vous faites au quotidien, quelles sont vos ressources clés hein, qui sont nécessaires pour proposer cette solution-là, et avec quel partenaire, enfin, sur quel partenaire vous vous appuyez pour pouvoir proposer cette offre. Oui, parce qu'on ne va pas rester toute seule, on va quand même chercher sur qui on va pouvoir s'appuyer pour ne pas trop se fatiguer non plus, hein, parce que l'entreprise, c'est un marathon, c'est pas un sprint, hein. C'est ça. Et puis, troisième point, c'est la viabilité financière. Ouais, donc ça, bon, bah, c'est le nerf de la guerre aussi, hein. C'est pour ça que c'est la base finalement du modèle économique. Ça permet de voir du coup si le modèle est rentable, parce que c'est pas forcément toujours le cas. Et donc s'il ne l'est pas, bah, il y a peut-être des petites choses qu'on peut modifier. Mais bon, je vous en dis pas plus, hein. Ah bon? Pas tout de suite en tout cas. On garde secret alors. Voilà, un petit peu quand même. Bon, Nina, dis-nous, si j'ai réalisé donc mon modèle économique, est-ce qu'il peut évoluer? Et si oui, comment je dois faire? Quand est-ce que je sais que je dois les modifier? Et pourquoi je dois les faire? Ça fait beaucoup de Bah questions. oui. Non. Ah, bah tant qu'à faire. Il est 8h15, je ne sais pas comment je vais faire. Non, bon, je vais essayer de vous répondre un petit peu à tout. Donc, déjà, la première question, c'est le quand. Quand est-ce que je vais faire évoluer mon modèle économique? La clé à ça, c'est la veille, en fait. C'est important. On a vu tout à l'heure que l'environnement, le contexte évoluait sans arrêt autour de votre entreprise, tout comme les attentes des clients qui sont de plus en plus exigeants et leur manière de consommer qui change, leur manière de voir les choses, d'être acteurs aussi. On parle beaucoup de consommateurs-acteurs. Et donc, c'est en surveillant l'actualité et en interrogeant vos clients que vous allez pouvoir savoir quand est-ce que bah, il faudra faire évoluer votre modèle économique. La deuxième question, ça va être le comment. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour faire évoluer votre modèle. Soit vous partez de votre modèle existant et puis vous l'adaptez un petit peu, parce qu'il y a peut-être juste une petite modif à faire et puis ça suffit. Après, il y a une solution un peu plus radicale qui serait de dire, bah, en fait, l'hypothèse que j'avais faite à la base pour mon modèle économique, bah, elle ne fonctionne pas ou elle ne fonctionne plus. Et du coup, je vais tout revoir. Donc, je vais changer complètement mon modèle. Ça, c'est vraiment on va dire une solution de dernier recours quand on a un petit peu C'est cette... radical, ça, ouais. Ouais, voilà, c'est bon. On l'a mis en deux, on aurait pu la mettre en trois, en fait, mais c'est à faire éventuellement en cas d'extrême nécessité, quoi. Et Mhm. enfin, il y a une autre possibilité, c'est de faire coexister plusieurs modèles. C'est-à-dire que vous avez le vôtre qui fonctionne, mais vous avez la possibilité peut-être d'en proposer un nouveau qui va coexister et qui va vivre avec le premier. Voilà, donc ça, c'est les trois possibilités que vous avez finalement pour le faire évoluer. Et la question, c'est pourquoi je le fais? Bah, forcément, le but, c'est de garder déjà d'attirer vos clients. Ça, c'est le premier point. Les garder, ça, c'est quand même important. Les fidéliser et faire en sorte qu'ils ramènent d'autres clients aussi. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis aussi, bah, de gagner des parts de marché et de s'extraire de toutes ces pressions par rapport à vos concurrents qui sont de plus en plus nombreux, je le rappelle. Donc, je pense que là, avec ça, j'ai répondu peut-être à tes questions, Anne-Laure, je sais pas si ça répond Ouais, mais bon. aussi. Ouais, À fur et à mesure que tu réponds, il y a d'autres questions qui viennent, hein. ouais, d'accord. Ouais, donc, il y a toujours. Ok, bon, bah écoute, je vais essayer de faire en sorte de répondre à tout. Je vais essayer en tout cas de faire mieux. Alors, si on s'est questionné un peu encore, parce que bon, on est là pour ça, non? Allez, c'est parti. Donc, l'idée là, c'est ben, un petit peu quelles questions on va se poser, tout ça, c'est ça, Anne-Laure? C'est tout à fait ça.
Donc, l'idée, c'est qu'on va disséquer le modèle économique bloc Oh par non, bloc. carrément disséqué, j'adore ça. On est un peu des Bon, je suis barbares. pas sadique, mais je l'adore. Donc, on va se poser pas mal de questions. Alors, toutes les questions qu'on va se poser par la suite en prenant les différents blocs du modèle économique, puisque le modèle économique, pour rappel, c'est 9 blocs qui coexistent les uns avec les autres. Donc, on va se questionner sur chacun de ces blocs. Bien évidemment, là, c'est des propositions de questions. C'est pour ouvrir une réflexion sur vos modèles et commencer un petit peu à identifier peut-être des perspectives. Sachant que c'est un travail qu'on pourra poursuivre ensemble après en individuel ou en petit groupe ça, c'est à vous de me dire, mais il n'y a aucun souci pour ça. Mais du coup, la liste de questions qu'on va se poser n'est pas du tout exhaustive, hein. Donc, vous pouvez enrichir toutes ces questions-là. D'ailleurs, si vous avez des pistes, n'hésitez pas. Donc déjà, on a toute la partie segment client, parce on l'a dit, Anne-Laure l'a dit, hein, on commence par le client, c'est le client qui est au centre finalement du processus. Donc les questions que vous allez pouvoir vous poser, c'est est-ce que vous vous concentrez sur la bonne cible déjà, parce que c'est pas toujours Oui. évident. Est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres finalement que vous pourriez atteindre, ce qu'on appelle finalement des cibles non exploitées? Et est-ce que le potentiel de croissance le plus important se situe bien sur la cible que vous essayez d'atteindre actuellement, quoi? Donc les cibles non exploitées, tu peux expliquer un petit peu, s'il te plaît? Bah, en gros, en tant que dirigeant, enfin quand vous avez travaillé sur vos modèles économiques ou quand vous avez réfléchi en tout cas à votre stratégie d'entreprise, même sans utiliser l'outil Business Model Canva, vous avez, je pense, identifié une cible idéale, celle que vous voulez toucher à tout prix, mais c'est pas forcément la plus facile à atteindre, surtout au début, quand voilà, on démarre. Donc, il faut parfois faire quelques compromis au début et plutôt essayer de capter la cible qui va vous faire manger à la fin du mois, quoi, grosso modo. Ouais, mais et donc d'accord, OK, mais même ma cible idéale, qu'est-ce que devient dans tout ça, si je Ah, si me je vous parle. rabats sur une autre cible ou cible secondaire? Donc, parce que moi j'aimerais bien travailler avec ma cible idéale, hein. Ben, on est d'accord, mais je pense que c'est l'objectif. Donc, ma cible idéale, je ne l'abandonne pas pour autant. Comme tu l'as dit, la création d'entreprise, c'est un marathon et c'est pas un sprint. Donc, ma cible secondaire, en fait, elle va me permettre de me faire la main. Elle va me permettre de commencer à faire rentrer un petit peu du chiffre d'affaires, de gagner en confiance, peut-être d'avoir aussi des résultats que je vais pouvoir utiliser, donc des avis, des témoignages. Peut-être que j'ai des clients qui deviennent finalement un petit peu mes ambassadeurs. Et tout ça, ça va me permettre d'être plus en confiance et de pouvoir toucher finalement ma cible idéale à terme. Donc, juste la question, en fait, c'est surtout de se dire bah, peut-être qu'un petit peu de patience et un timing, on va dire un plan d'action peut-être un peu plus décortiqué, ça peut être intéressant. Donc, si on ne peut pas rentrer par la grande porte, on rentre par la petite porte C'est alors, ça. c'est ça? L'objectif reste le même, c'est juste qu'on va le décortiquer un petit peu et on va faire plutôt un projet qu'on va décliner en plusieurs phases, en fait. D'accord, OK. Bien. Alors pour les clients, on a compris, j'espère en tout cas. Heu, Bon, en tout cas, on n'a pas de point d'interrogation dans le chat pour l'instant, donc ça devrait ouais, aller. ça va, il y a pas de message. Et donc, maintenant, on va faire, on prend cap sur la proposition de valeur. Mais, heu, c'est quoi encore ça, ce truc, On aime bien les mots un peu. Oui. Donc, en gros, la proposition de valeur, c'est l'offre, en fait, c'est votre offre. Et donc, au niveau de votre offre, vous pouvez vous poser plusieurs questions. Est-ce qu'il n'y a pas déjà certains éléments, un ou plusieurs éléments que vous pourriez ajouter, justement, pour répondre à des besoins complémentaires? Ça ne vous demande pas énormément de temps, mais c'est des choses que vous pouvez peut-être mettre en place de manière assez rapide pour pouvoir répondre à des besoins attenants, en tout cas sur vos cibles. Ou à l'inverse, il y a peut-être des éléments que vous mettez en place qui vous prennent énormément de temps, donc qui sont hyper chronophages et qui vous rapportent pas tant que ça. Donc en fait, je pense qu'il y a deux points, c'est est-ce qu'il n'y a pas des éléments que je peux ajouter ou est-ce qu'il n'y a pas trop de trucs dans ma proposition de valeur? Parce que si vous avez beaucoup d'éléments, forcément, le message après de communication, il va être difficile en tout cas à déterminer et du coup, votre cible ne peut pas, va peut-être se dire, oula, il fait beaucoup de trucs, je sais pas trop où j'en suis. Donc voilà éventuellement les deux points que vous pouvez vous poser là-dessus. Donc on arrive aux canaux de distribution. Donc là, à ce niveau-là, bah, posez-vous la question si vous utilisez les bons. Est-ce qu'il y aura peut-être pas d'autres
à explorer. Et est-ce que vous vous adaptez aux nouvelles routines de clients? Je prends un exemple, les click and collect. Il y a encore quelques temps, on ne les connaissait pas du tout, alors qu'aujourd'hui, c'est quasiment normal de proposer du click and collect. Ouais, tout à fait. Et on a une remarque du coup de Jean-Yves qui nous donne un exemple du coup pour la partie proposition de valeur en nous disant, par exemple, dans notre cas, on fait du service pour faire rentrer de la trésorerie alors que nous allons lancer la commercialisation d'une application. Donc voilà, là, c'est un très bon exemple. Merci Jean-Yves pour ce retour. Mais du coup, voilà, dans l'idée, c'est ça. Il y a peut-être des choses que je peux mettre en place en amont pour le moment et ça me permet de générer du chiffre d'affaires qui va du coup avec ce chiffre d'affaires généré, j'ai un capital que je peux réinvestir sur d'autres actions, etc. Et puis finalement, petit à petit, arriver à mon objectif final. Donc, merci Jean-Yves pour ton partage d'expérience. Après, on est sur la relation client qui est quand même hyper importante. La question à se poser, c'est est-ce que vous êtes présent sur tout le processus de vos clients? Parce que dans tout le processus, c'est-à-dire parce qu'il y a le avant, c'est-à-dire attirer vos clients, il y a le pendant, donc ça va être l'acte d'achat ou là où vous allez leur proposer le service, mais il y a le après aussi. Comment vous faites pour les fidéliser? Comment vous faites en sorte qu'ils reviennent vers vous et qui ramène potentiellement d'autres gens. Donc, il y a ces éléments-là. Et est-ce que vous captez votre cible au bon moment aussi? Il y a une question de timing. Et après, il y a peut-être aussi certains clients sur lesquels vous pouvez vous appuyer, c'est-à-dire qu'ils pourraient vous laisser des avis sur vos fiches établissements, sur Google, qui pourraient éventuellement faire du bouche à oreille ou même devenir des ambassadeurs pour votre entreprise et du coup vous faire de la communication entre guillemets gratuite. Et il y a peut-être aussi d'autres besoins qui pourraient générer du complément de chiffre d'affaires et que vous pouvez aussi mettre en place. Donc ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Tu disais quelque chose de très important, Nina, parce que bon, acquérir de nouveaux clients, c'est un processus qui est long, qui est fatigant, qui peut être très coûteux. Donc, une fois qu'on a chopé cette client, ben, on va pas les lâcher. Ouais, Donc, c'est pour ça qu'on va travailler, c'est aussi pour ça qu'on va travailler sur la relation client et vraiment réfléchir comment je peux rester en contact avec les clients que j'ai durement acquis et qui m'a coûté beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc, je vais capitaliser sur ce travail-là. Donc, ouais, c'est il ça. faut Donc je pas. le chouchoute en fait, mon client. En fait, il faut vraiment Oui, se mettre à sa place et se dire, bah moi, qu'est-ce que j'aurais aimé, comment j'aurais aimé que ça se passe pour moi. Et du coup, en l'appliquant du coup à votre entreprise et à vos clients, je pense que ça pourra vous aider aussi à créer ce lien de confiance durable pour faire en sorte du coup de vous appuyer sur lui pour la suite, ça peut être intéressant. donc on arrive aux ressources clés et là encore, on va se poser encore des questions parce que finalement, c'est que des questions qu'on se pose là, hein. C'est ça, on aime bien. Sur Donc là, bien sûr, on va identifier bah, vos forces et vos faiblesses, hein, donc ça, c'est très important. Vous allez devoir regarder aussi les ressources que vous avez déjà mises en place. Est-ce qu'elles sont indispensables ou est-ce qu'elles sont insuffisantes, hein? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Réfléchissez aussi s'il y a d'autres moyens qui vont être plus efficaces pour les rentabiliser. Et aussi, la question de qualité des ressources. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour qu'elles soient impactées au court et au moyen terme? Ouais, Donc, c'est vraiment la question, c'est vraiment est-ce que vos ressources sont vraiment suffisantes pour faire tout ce que vous voulez faire? ouais, Et attention, il faut bien garder l'équilibre vie pro et vie perso en même temps, hein. Ne travaillez pas 22 heures sur 24, ouais, non, par jour, ça sert à rien, hein. Vous allez nous claquer entre les doigts. Donc, c'est ça. euh, faites bien attention d'avoir un bon équilibre entre vie pro et perso. Bien sûr, on va essayer de ne pas faire impacter négativement votre trésor, hein. Donc ça aussi, c'est notre nerf de la guerre. Et puis, vous allez vous poser des questions s'il n'y a pas d'autres ressources non utilisées euh, que vous pouvez mobiliser, qui ne vous coûtent pas trop cher et qui vous permettent de faire gagner du temps. Du temps, ouais, tout à fait. Et après, c'est un peu le même principe du coup pour les activités clés, hein. Mais aussi bien, il va y avoir peut-être des choses que vous faites vous,
qui vous prennent énormément de temps, qui n'ont pas une grande valeur ajoutée et que vous pouvez peut-être externaliser. Ça, c'est une possibilité. Ou au contraire, il y a peut-être des éléments il serait, on va dire, plus judicieux d'internaliser. Je prends l'exemple, voilà, il y a pas mal d'entreprises que je reçois qui me disent, bon, bah voilà, moi, je délègue ma prospection à un organisme qui fait du phoning pour moi. Bon, très bien dans l'idée, sauf que c'est un organisme qui va faire des appels à la chaîne en principe pour plusieurs entreprises où ils vont pas forcément s'approprier bah, l'image, les valeurs, la raison d'être de l'entreprise. Et du coup, ça peut avoir une image assez dégradée pour le client. Donc, aussi bien, il va y avoir des tâches qui vont vous prendre du temps, mais c'est mieux que ce soit fait en interne pour humaniser un peu et pour que le client se sente plus, enfin, qu'il y ait plus ce sentiment d'appartenance. Et à contrario, il y a peut-être des trucs, voilà, vaut mieux le laisser, le déléguer à quelqu'un d'autre tout en gardant un contrôle dessus, bien évidemment, mais l'externaliser pour gagner du temps. Et, euh, et, et ce qu'il faut, vas-y, Anne-Laure, je sens que tu voulais dire, Oui, j'allais dire, il va falloir faire des choix encore, hein, donc ouais, va falloir bien réfléchir. Est-ce que, j'investis? Est-ce que comme tu dis, est-ce que je paye quelqu'un en externe ou est-ce que, je prends mon temps à moi? S Vous allez devoir faire des choix, ça c'est certain, mais ce choix, c'est pas que financier, ouais, hein. c'est exactement ça, Parce ouais. que les résultats, si comme tu dis, si vous déléguez à une entreprise pour faire du phoning, les résultats n'est pas du tout les mêmes que si vous le faites vous-même d'une manière beaucoup plus ciblée, hein. Ouais, tout à fait. Et du coup, la question, c'est de se poser aussi, la question à se poser, c'est la valeur ajoutée finalement que je vais retirer de ça. Est-ce qu'elle est suffisante déjà par rapport à ce que ça m'a coûté en coût financier, mais surtout aussi par rapport au temps passé. Parce que forcément, là, si on prend l'exemple du phoning, appeler une personne pour essayer du coup de l'obtenir en client, ça va prendre du temps. C'est un processus qui est long. Mais si vous le faites et que la personne a le même interlocuteur, qui a un suivi du dossier, à partir du moment où ce client va signer, on va vraiment rentrer dans une relation, en principe, une relation durable. Donc, du coup, et là, on a pas mal de réactions, je vois dans le chat. Donc, du coup, on a donc pour Pierre Médée, donc, qui nous dit en ce moment, comme j'ai beaucoup de sollicitations, mais rien de signé concrètement, mais si tout se valide, j'aurais alors vendu 8 jours de travail par semaine. Mais à l'instant T, je ne peux pas me permettre de répondre à une sollicitation. Je pense que c'est une situation récurrente chez certains entrepreneurs. Ben, ça, c'est sûr et certain. Et Jean-Yves qui répond, dans ton exemple, Nina, on peut externaliser la prospection uniquement pour faire de la qualification de fichiers et Oui, internaliser la partie présentation et prise de rendez-vous. oui. Tout à fait. Et donc, Pierre Amédée qui nous dit, je fais de la prestation de services en direction de projets immobiliers. Donc, en effet, il y a certains cas, donc Jean-Yves répond très bien en nous disant, bah voilà, vous pouvez très bien sur une partie on a dit que le client, c'était un processus. Il y a le avant, le pendant, le après. Il y a peut-être une partie que vous pouvez externaliser assez facilement ou vous pouvez aussi automatiser. C'est-à-dire que si la présentation de l'entreprise est assez récurrente, il y a toujours des éléments aussi qui vont revenir. Il peut y avoir peut-être une petite vidéo de présentation de l'entreprise, une petite plaquette un peu sympa aussi à envoyer. Il y a peut-être des choses qui peuvent vous simplifier un petit peu la vie. Et après, c'est sûr que il y a je comprends, et je pense qu'on comprend maintenant ce sentiment, même si on n'est pas nous-mêmes des chefs d'entreprise, mais on vous reçoit tellement que maintenant, avec vos ressentis, bah, on le sait que c'est compliqué au début. On a beaucoup de prospects, mais pour les convertir, en effet, ça prend du temps, surtout quand on est sur de la prestation de service. C'est pas comme du commerce traditionnel où je vais rentrer dans un magasin, je vais voir ce produit qui me plaît, je vais l'acheter, je passe à la caisse. Sur du service, on est quand même sur un processus qui prend beaucoup plus de temps, quoi. Parce que tu en Donc penses il faut quoi? être patient, il faut s'accrocher, Ouais, prenez du vitamine, ne lâchez rien. c'est ça. Et surtout, ça c'est pareil, c'est un élément qu'on peut aussi regarder ensemble. C'est comment vous fonctionnez avec vos clients, euh, que- quel est le processus que vous avez mis en place. Et du coup, on peut peut-être aussi s'ouvrir des pistes de réflexion en se disant, ah mais là, il y a peut-être un vide. Ah bah ce client, il n'a pas signé, mais du coup, est-ce qu'il y a eu cette relance aussi peut-être au bon moment? Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut aussi regarder en individuel au cas par cas. Oui, parce qu'il y a encore une autre question qu'il faut se poser. Pourquoi j'ai tant de sollicitations et les choses ne se concrétisent pas? Il y a quelque chose qui est peut-être dans les processus pas tout à fait parfait, on va dire ça comme ça.
Donc, ça, c'est une autre question, quoi. Ouais, c'est tout Toujours à des fait questions. ça. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment analyser pour savoir pourquoi les gens ils n'y signent pas, hein. Ouais, c'est important de savoir ouais, qui sont en effet les non-clients, mais on reviendra de toute façon dessus dans les prochaines dates Move Up, parce que c'est le but aussi de vous aider sur cette partie-là. Et on a Mathilde qui nous dit, mon entreprise est trop petite pour pouvoir déléguer. Ça, oui, il y a aussi Mm. ce constat-là. Néanmoins, c'est très enrichissant pour apprendre. Et bien que je ne puisse pas externaliser, je me pose régulièrement la question. En effet, si je prends l'exemple de la communication, c'est pas forcément toujours évident de le faire. Euh, Ça prend énormément de temps. Il y a aussi ce truc de dire, bah, OK, est-ce qu'il vaut mieux pas que je dépense, alors soit que je prenne quelqu'un en interne, un stagiaire ou autre qui puisse déjà m'aider un peu sur la partie graphisme parce que je maîtrise pas trop ça ou que je délègue peut-être et que je paye, j'en sais rien, 200 euros à une agence ou à un freelance pour qu'il m'aide sur cette partie-là. Mais tout ça, c'est quelque chose que du coup, je n'enlève pas de mon temps. Et du coup, mon temps que j'ai gagné par rapport à ça, je peux le concentrer vraiment sur mon cœur de métier. Il y a aussi ce parti pris, mais là aussi, c'est un arbitrage à faire, quoi. Et du coup, Mathilde a dit clairement, je vois bien que je dois évoluer pour dépasser cette peur de vendre. Vive le syndrome de l'imposteur. c'est bien parce on va en parler beaucoup de ça cette année. Je pense que c'est un des points hyper importants qui est ressorti Ouais. sur le premier petit déjeuner qu'on a fait ensemble. Donc Mathilde, voilà, pas hésiter, hein, on peut en discuter. Déjà, on se reverra de toute façon en avril, mais on peut d'ici là en discuter ensemble sans souci. Donc, pas hésiter à m'envoyer un petit mail. Je vous redonnerai mon mail, bien évidemment. Vous l'avez, mais en tout cas, faut pas hésiter à me solliciter. Et on peut en discuter ensemble. Parce que vous n'êtes pas la seule qui a Ouais, cette je norme, pense. hein, donc pas de panique, hein. Donc, du coup, voilà, sur les activités, voilà en gros. On a pas mal de. Alors, merci Nina, je navigue avec cela tous les jours. Ouais, c'est pas évident. Toute cette partie Ouais. confiance, tout ça on a prévu un temps, en effet, en septembre, vraiment sur cette partie-là. Mais c'est des choses qu'on peut aussi aborder bien en amont. Il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. Et on a un Bien, retour bonjour de Jean-Denis. Nicolas. Alors, il nous dit, il m'est arrivé de faire de l'échange de services. J'ai reçu des heures de conseil en communication en échange des heures de coaching. Ça m'a évité de générer une dépense externe. Super. Ouais, c'est Très très bonne bien. idée, Jean-Denis. Ben, c'est vrai qu'on était à l'époque, on fonctionnait en troc, hein, donc on peut pourquoi pas y revenir. L'échange de bons procédés, c'est toujours intéressant. Et c'est en allant aussi dans ce type de réseau comme MoveUp ou même d'autres réseaux que vous allez pouvoir aussi rencontrer des personnes qui vont avoir des compétences ben, que en tout cas sur lesquelles vous n'êtes pas expert et en même temps, on ne vous demande pas d'être expert dans tout, loin de là. Mais du coup, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Donc, non, très bien. Merci Jean-Denis pour ton retour. Donc ça, c'était sur les activités. On va passer aux partenaires maintenant. Bien, les partenaires. Donc, encore des questions, toujours des questions. Donc là, vous allez devoir vous demander ben, quels vont être les autres acteurs à qui vous pourriez apporter de la valeur, hein. Ou est-ce que certains fournisseurs ne peuvent pas se transformer en concurrents carrément, hein. L'autre question, ça va être comment être plus indépendant de fournisseurs ou de distributeurs de partenaires. Mm. Euh, et comme il sera aussi possible, une autre question que vous allez devoir vous poser, c'est que bah, est-ce qu'une alliance stratégique pourrait permettre de mutualiser des ressources clés ou des activités clés et faire des économies à d'échelle. Mm. Donc là, vous allez vraiment vous interroger si vous ressentez une certaine dépendance auprès de vos partenaires. Est-ce que vous les mobilisez aussi est-ce que vous mobilisez les bons partenaires, hein, parce que bon, parfois on les mobilise et c'est pas les bons, hein. Posez-vous la question s'il n'y en a pas d'autres que vous pourriez convaincre de travailler avec vous. Et comme Jean-Denis l'a dit, ben, demandez-vous si un échange de bons procédés serait possible avec certaines d'entre eux. Par exemple, ça pourrait être un apporteur d'affaires ou un échange de services. Ouais,
Tout à fait. Parce que potentiellement, sans vous en rendre compte, peut-être que vous envoyez des clients vers un partenaire. Alors peut-être que ça se fait comme ça parce que il n'y a pas vraiment de contractualisation, parce que ça se fait naturellement, lui aussi vous envoie. Mais si ça devient récurrent, ça peut très bien faire l'objet d'un contrat et puis de récupérer. Nous, c'est ce qu'on fait aussi avec beaucoup de nos partenaires, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, quand on leur envoie des clients ou vice-versa, bon, bah, il y a une rétrocession d'un pourcentage en fin de mois ou en fin d'année. Et puis, du coup, ça permet de générer des compléments de chiffre d'affaires qui peuvent être intéressants. Et après, petite précision sur les partenaires, mais on a vu que on démarrait toujours par les clients. Et finalement, ce client, bah, il peut aussi devenir un partenaire au final, et vice-versa. Parce que forcément, un client qui va être content, il va en parler autour de lui. Ça va être des efforts de moins que vous allez avoir à faire sur votre communication, quoi, hein. Donc là, on a Mathilde qui nous dit comment vous structurez ce type de contrat avec vos partenaires. Bah, en fait, on signe une convention avec eux, donc qui est un document qu'on a travaillé avec un juriste ou un avocat. Donc nous, justement, à ce titre-là, il faut savoir, je rappelle, qu'on a des permanences chaque mois avec des assureurs, des experts comptables et des avocats, et que vous pouvez bénéficier d'un premier rendez-vous gratuit avec l'un de ces partenaires, ou avec les trois, hein, si vous ressentez un besoin. Donc pas hésiter. Mais l'idée, c'est de trouver un modèle un petit peu de contrat, et puis après, c'est de la négociation. Vous aurez pas un contrat, vous pouvez avoir un contrat type, mais il va y avoir des ajustements qui vont être faits avec chaque partenaire en fonction, bah, de quel est l'apport de service, la taille de la structure, etc. Forcément, le pourcentage va peut-être un petit peu bouger. Donc, nous, c'est des conventions qu'on discute, le partenaire est reçu, on échange, et puis en fonction, au bout de plusieurs rendez-vous, bah, on se fixe sur quelque chose, chacun y trouve son compte et là, on le formalise. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Mathilde. Donc il faut toujours un avocat, c'est ça, pour ce type de contrat ou pas? Ben, disons qu'on peut éventuellement le faire, déjà faire une première ébauche soi, mais c'est quand même important de passer par la case validation par un expert, parce qu'il y a peut-être des clauses que vous avez oublié de mettre, ou c'est trop restrictif. Enfin voilà, pour que ce soit quand même assez cohérent et qu'il y ait les bons articles aussi dedans, de bien vous sécuriser vous et sécuriser le partenariat. Moi, je trouve ça mieux, en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, Anne-Laure, mais je trouve ça mieux quand même de faire intervenir un expert. Oui, je pense aussi. Et c'est toujours bien de contractualiser un partenariat, hein, parce que comme ça, les deux côtés, ils sont au courant, ils sont d'accord, ils se sont mis d'accord à un moment donné. Donc, on connaît les règles du jeu, et puis il n'y aura pas de problème et pas de soucis comme ça. Et effectivement, je pense, je te rejoins, je ferai appel à un expert parce que combien de fois on voit que les contrats ont été établis et puis après, bah, ils étaient établis au bord de la table entre deux partenaires qui n'ont pas de connaissances juridiques. Et finalement, on se rend compte que ces contrats-là, bah, ça n'a aucune valeur Ouais. proprement dit. Donc, oui, faites appel à un expert, hein, on est bien Ouais, et d'accord. puis il y a une question aussi déjà de conditions, de compromis qu'il va y avoir à faire aussi des deux côtés. Et puis il y a aussi une question de durée. Nous, les partenariats qu'on signe, il va y avoir des partenariats qui vont être signés sur du long terme. Et puis après, il y a des partenariats qui vont être déterminés dans le temps, où ça va être un an pour tester déjà. Et puis après, bah, on se pose la question à la fin de l'année, avant la fin de la date, bah, est-ce que ça nous convient? Est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? Est-ce qu'on renouvelle? Sous quelles conditions? Donc c'est aussi une négociation. Donc ouais, un avocat, moi je pense que ça peut être bien, d'autant plus qu'on a quand même la chance d'avoir les permanences ici. Donc vous n'avez aucune excuse pour rencontrer un avocat pour travailler sur vos contrats et autres documents, mentions légales, conditions générales, toutes ces choses-là, on pourra aussi en discuter, quoi, hein. Ou le bail. Ou le bail. Voilà, si vous avez un social, tout ça, mais c'est hyper important, ouais, d'avoir un regard, parce que vous allez trouver pas mal de choses sur Internet, des trucs un peu types, mais c'est important de le faire valider parce que chaque contrat est différent et doit s'adapter à la structure, hein, qui fait signer ce contrat. On a compris, on ne rigole pas avec le contrat, hein, Non, donc on tout fait est tout. appel à un expert. Ouais. C'est important de ne pas avoir de signer des trucs qui sont avec des clauses abusives ou des choses comme ça aussi, hein. Il faut faire attention dans tout ce que vous signez, mais même à titre perso, hein. Il faut faire quand même attention, quoi. On passe au flux de revenus. Ah bon, ben là, on va parler d'argent.
L'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est bien ça, hein? C'est ça, on s'est questionné sur pas mal de points depuis 8 heures là quand même, on s'est posé beaucoup de questions, mais la rentabilité c'est un point crucial hein, parce que c'est important d'avoir un retour sur investissement. Hein. Tous les jours vous œuvrez pour votre entreprise, vous y passez du temps, euh, vous y mettez de votre personne aussi, vous allez peut-être faire sacrifier certains trucs sur votre vie perso, ça j'en suis convaincue, et donc il faut que vous Ouais. puissiez avoir un retour sur tous les efforts que vous allez mettre que vous avez donné pour votre entreprise. Donc, on a donné l'exemple des apporteurs d'affaires, mais en effet, est-ce que il n'y a pas des éléments qui pourraient représenter un complément de chiffre d'affaires? Peut-être des choses que vous faites déjà et que vous ne facturez pas aujourd'hui et qui pourraient mériter de réfléchir peut-être à une tarification et qui vous permettrait déjà sur une première phase de projet de récupérer déjà un peu de fonds. Donc ça, c'est important. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens du coup pour diversifier vos revenus? Et question très importante. Est-ce que vos prix sont justes? Alors ça, c'est une question. Ouais, 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 ouais. Alors là, ça, c'est vraiment une bonne question parce que souvent, quand on va démarrer son activité, on aura tendance à proposer des tarifs ou des prix plutôt trop bas, hein, parce qu'on a peur de concurrence, de ne pas avoir de commandes. Donc, posez-vous bien la question si vos tarifs sont justes ou s'ils sont trop bas. Trop bas, c'est vraiment à éviter. Hmm. Ouais, tout à fait. Mais ces points, ça va vraiment souvent avec, de pair avec la légitimité et la confiance en soi, et ses compétences. Hein. Ouais, Donc, non, tout à fait. Mathilde, on aura à travailler là-dessus. Hein. C'est ça, en soi, disons qu'il vaut, si vous voulez faire un prix d'appel pour une offre, c'est possible, hein, mais c'est important que le client soit au courant de la vraie valeur de la prestation. Un peu le même fonctionnement qu'Yves Rocher. Je ne sais pas si tout le monde visualise Yves Rocher, mais Yves Rocher, c'est des promos en permanence. Mais il y a un prix affiché qui est le prix du produit, qui est rayé, et il propose en dessous un prix moins cher. Bon, bah, alors, on n'adhère ou pas au fonctionnement, mais en tout cas, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Nous, c'est ce qu'on fait hein, sur notre site internet. On a des possibilités de prise en charge, donc principalement les autres services, parce que nous, on a beaucoup de choses qui sont prises en charge, mais ils vont mettre un prix, le prix de la prestation, et ils vont dire possibilité de prise en charge. Donc, en effet, finalement, ça peut être moins cher ou entièrement pris en charge pour le chef d'entreprise, mais le chef d'entreprise sait quand il prend cette prestation combien elle coûte. Donc, c'est important d'avoir la vraie valeur des choses. Et si vous faites un prix d'appel, peut-être qu'il est dans un temps bien défini et qu'après, bah, il réaugmente. Parce que réaugmenter un prix trop bas, c'est très compliqué dans la tête du client. Hein. Je dirais que c'est quasiment impossible. Hein. Donc, si on démarre avec un prix qui est extrêmement bas par rapport aux autres concurrents sur place, je ne vois pas comment on peut justifier une augmentation plus tard, hein, une augmentation de prix d'une manière importante. Donc, Ouais. attention avec de prix bas, hein, très attention. On a Jean-Denis qui nous dit au revoir parce qu'il enchaîne. Donc, bonne journée, Jean-Denis. Et puis, on se voit le mois prochain, du coup, ou avant, si tu veux un rendez-vous individuel. Ou sinon, on se voit en avril en présentiel tous ensemble. Merci pour ta Au présence. revoir, Jean-Denis. Bonne journée. À très bientôt. Bonne journée. Et du coup, on a Mathilde qui nous demande, pensez-vous qu'il vaut mieux baisser les prix pour signer ou prototyper dans un premier temps et fixer les prix justes par la suite? En fait, c'est une question aussi de négociation. Déjà, il faut qu'on puisse travailler sur est-ce que le prix est juste. Et pour ça, on va, comme disait Anne-Laure, il va falloir aussi regarder ben, le temps passé, toutes les ressources finalement qui sont utilisées. Il faut le mettre en parallèle avec, parce que si ça coûte tel prix de proposer ce service, si ça prend énormément de temps de le proposer, ben, là, il va falloir fixer un prix qui soit cohérent par rapport, en principe, si vous êtes sur du service, à un taux horaire. Si au final vous travaillez 20 heures et vous faites une prestation à 100 euros, bon, bah, vous êtes payé moins cher qu'un ouvrier au Bangladesh. Enfin bon, il faut aussi, enfin, il faut que ce soit cohérent aussi et que vous arriviez au moins à vous payer quand même à minima au SMIC quand même, quoi. Enfin, donc, il faut déjà le prendre comme ça. Après, vous pouvez peut-être tester un prix, en effet, un petit peu plus réduit, mais tout en expliquant quand même au partenaire, voilà combien ça coûte, mais je te fais une fleur.
on fait un petit peu moins cher, juste pour permettre de tester. Ça peut être fait éventuellement sur deux, trois clients, mais il faut que ce soit bien précisé pour moi dans la relation, puisqu'après, ce partenaire-là, s'il est satisfait, il va en parler autour de lui et il va dire, ah bah avec Mathilde, tu peux négocier, il n'y a pas de souci, elle peut baisser ses prix, moi elle me l'a fait à temps, machin. Non, il peut y avoir un projet pilote avec deux ou trois clients où on leur dit bien que c'est un projet pilote, mais il ne faut pas que ça devienne une généralité, quoi. Je pense aussi que bah, les clients, ils sont pas bêtes, hein, ils connaissent le juste prix. Bien sûr, ils auront toujours envie d'acheter le moins cher, on est bien d'accord. Mais le juste prix, bah, ça vous valorise aussi. Donc, ne bradez pas votre connaissance, vos produits, pour avoir à tout prix cette commande-là. Le le juste prix, il doit être affiché. Si après il faut négocier parce que bah, il y a une quantité, parce qu'il y a d'autres commandes qui vont arriver, moi je suis tout à fait d'accord. Mais le juste prix, le prix juste pour votre travail et pour votre service, euh, il ne faut pas avoir honte de l'afficher et de demander, hein. Ouais, tout à Après, fait. on rentre toujours dans la négociation, on est bien d'accord. Non, mais c'est ça. Mais bon, il faut quand même que ce soit indiqué. On a Jean-Denis pardon, Jean-Yves qui nous dit effectivement, nous avons un gros problème de positionnement prix au niveau de notre offre. On pense même partir sur du gratuit pour uniquement faire du service. Il y a aussi cette logique de dire je fais du gratuit. Alors attention aussi au gratuit, puisque du coup, ça peut avoir une incidence sur bah, la qualité. Et nous, on a pu le voir, hein. Alors, on a une formation qui est gratuite pour les porteurs de projets qui s'appelle CréaBoost, mais qui a quand même une valeur. Elle est juste prise en charge, hein. Mais en fait, on s'est rendu compte que le fait de dire que c'était gratuit, bah, les gens se disaient, oula, 3 mois de formation gratuit. Est-ce que ça veut dire, enfin, est-ce que ça va être bien? Ça remet aussi en question, je trouve, la valeur du produit. Alors que quand on change l'intitulé en disant c'est payant, mais il y a des possibilités de prise en charge, ben, Ça change tout. ouais, on s'est rendu compte que c'était pas du tout la même chose. C'est quelque chose qu'on a pu aussi tester nous sur nos offres, quoi. Après, on a Vincent qui nous dit, je pense qu'il vaut mieux établir un prix de base et dans la négociation forfaitisée pour conclure. Ouais, tout dépend de ce que l'on vend et des produits ou de la prestation. Et après, Mathilde qui dit, Jean-Yves, je me méfie vraiment du gratuit car le gratuit n'est pas engageant. On peut faire une offre, souvent on le voit sur des ventes d'applications pour compléter par rapport à Jean-Yves, mais où il va y avoir un pack qui va être en effet gratuit, mais si on veut des fonctionnalités, on va avoir des fonctionnalités de base. Et après, si on évolue, on veut plus de fonctionnalités, bah, là, on va mettre une tarification. Et du coup, le fait d'avoir cette offre de base, les gens trouvent l'outil indispensable, ils s'en servent et du coup, ils peuvent plus s'en passer. Et donc après, c'est plus facile peut-être de les convertir sur du payant. Ouais, donc quand on parle de gratuit dans notre domaine, on parle de mettre notre application en open source, donc avoir une communauté qui va enrichir le logiciel. Oui, oui, je suis d'accord avec Mathilde. Voilà, bah c'est bien, C'est pas du gratuit, voilà, on n'a peut-être plus besoin d'être c'est là. du faux gratuit. Donc oui, c'est ça en fait. Si les utilisateurs sont là pour enrichir l'outil et que derrière, ça va me permettre, grâce à cette base d'utilisateurs, d'avoir un outil beaucoup plus performant et donc là, de pouvoir après proposer un prix, là, c'est une autre démarche, mais du coup, ça prend énormément de temps puisque bah, le temps d'avoir tous les retours des utilisateurs, etc., d'avoir un outil qui, avec un juste prix, ça va être une démarche qui va peut-être être plus sur le long terme, quoi. Je sais pas si Anne-Laure, tu voulais rajouter quelque chose ou si on est bon. Je pense que ça va, hein. Allez, on passe au Ça m'est tour de coup alors, mais on est hop, toujours ouverte à vos questions, hein. Hop, voilà. Donc, de l'autre côté, on a les coûts. Donc là, voilà, donc je confirme, voilà, très long terme, en effet. Mais de toute façon, on doit se voir, Jean-Yves. Il me semble qu'on se l'était dit, ça fait 2 ans qu'on se dit qu'on doit se faire un rendez-vous individuel. Donc, il va falloir qu'on se programme, comme ça on pourra en discuter avec grand plaisir. Du coup, les coûts, donc l'idée forcément, c'est d'encaisser plus que ce que vous dépensez. Voilà, mais c'est pas toujours bah, évident. vaut mieux, hein. Voilà, c'est ça, d'être rentable, d'avoir du bénéfice, mais c'est pas toujours forcément facile de le faire au début. Quand on démarre, ben, on va avoir forcément plus de dépenses aussi.
que prévu, le temps de mettre la machine en marche. Donc, il ne faut pas s'inquiéter non plus si l'équilibre ne se fait pas tout de suite, hein. Et demandez-vous aussi s'il n'y a pas certains coûts que vous allez peut-être pouvoir réduire. Bon, faisons des arbitrages, par exemple, bah, vous louez plutôt que d'acheter. Ouais, Où vous allez supprimer parce que il ne rapporte pas suffisamment par rapport à ce que vous allez dépenser. tout à fait. Donc, l'objectif, en fait, c'est que vous arriviez à vous épanouir dans ce que vous faites, à garder le goût pour votre métier, parce que c'est pas Au toujours mieux, évident hein. quand on est complètement sous l'eau et qu'on a l'impression de tout faire un petit peu à moitié, c'est pas forcément toujours évident. Et de garder aussi, bah, d'avoir une rentabilité suffisante, bah, pour sécuriser l'entreprise et vous sécurisez vous dans votre quotidien. Ça, c'est important aussi de penser à soi. Mais bon, ça, on aura le temps de vous rebassiner avec ça sur un prochain. On en Sujet. parlera encore et Ouais. encore et Ouais. encore et encore, tout au long de l'année en fait. C'est ça. Donc, en résumé, pour challenger votre modèle économique ou celui d'un concurrent, hein, il faut le passer au crible de toutes ces questions qu'on s'est posées et plus encore, quoi, hein. Donc, on va commencer à réaliser un état des lieux, hein, donc c'est le Ben, c'est premier ça. point. C'est ça. Donc, en analysant du coup déjà le comportement de vos clients, mais aussi des non-clients, c'est important de travailler sur ces non-clients, de vos partenaires et de vos concurrents. Donc, je reviens sur les non-clients, mais comprendre pourquoi ils ne sont pas clients et pourquoi ils n'utilisent pas votre produit ou votre service et de savoir vraiment le pourquoi du comment, ça peut vous amener à découvrir des marchés non adressés et d'ouvrir peut-être des opportunités. Il y a peut-être juste un petit truc que vous ne proposez pas et que si vous, à partir du moment où vous allez le mettre en place, vous allez capter une nouvelle cible clientèle et ça peut être intéressant. Hmm. Deuxième point, bah, vous allez devoir générer des idées en créativité et surtout ne le faites pas seul, hein. Ouais, tout à fait. Donc, il faut vraiment vous enlever toutes les barrières, quoi. Vous allez faire le point déjà sur ce qui existe et sur ce que vous pourriez éventuellement faire. Donc là, vous êtes dans une démarche d'exploration. Et ensuite, vous allez faire le point sur bah, ce qui va attirer l'attention des clients, ce qui fonctionne déjà sur le marché. Et là, vous allez du coup faire enfin, rationaliser un petit peu toutes les idées que vous aurez eues. Mais il ne faut pas se mettre de limites, quoi. Oui, soyez créatifs et lâchez-vous, hein. C'est ça. Et faites-le en groupe, sollicitez votre entourage, nous, les membres de MoveUp, voilà. C'est des choses qu'on peut aussi mettre en place. Troisième point, c'est bah, vous devez appliquer des idées à les différentes idées que vous avez pu avoir à votre business model actuel, hein. Ouais, tout à fait. Et en prenant en compte, du coup, le bénéfice et le risque que ça représente. Ça, c'est important. Et puis, quatrième point, bah, c'est vraiment, il faut intégrer et mettre en œuvre le business model, nouveau business model, parce que ça sert à rien de rester dans la théorie. Il faut le mettre en application, hein. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, vous allez le tester, vous allez évaluer. Donc, c'est hyper important d'évaluer les résultats, mais dans tout ce que vous entreprenez, toutes les actions que vous mettez en place dans l'entreprise, c'est valable, hein, ce que je dis. C'est de voir, du coup, au bout d'un certain temps, OK, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Et si vous vous rendez compte qu'il y a encore des trucs à revoir, on adapte. Et en fonction, vous allez forcément avoir un plan d'action qui va évoluer aussi en fonction de ce modèle économique qui va un petit peu bouger. Et point important aussi, si vous modifiez un truc de votre modèle économique, il faut quand même que vous préveniez vos partenaires, investisseurs, vos équipes, si vous avez des salariés, parce que forcément, si le modèle économique change, il y a peut-être des choses qui vont bouger pour eux, et donc il faut quand même qu'ils soient au courant. Et surtout, adapter, réadapter encore, faites évoluer. N'hésitez pas en tout cas à faire bouger les choses si ça ne correspond plus. On a pas mal de boîtes qui n'ont pas bougé, qui sont restées campées sur leur position et qui aujourd'hui n'existent plus parce que le modèle bah, n'est plus du tout adapté par rapport à tous les changements qu'on a vus au début. Ayez en tête, on vit dans une époque formidable. Le tout bouge, tout change, et alors votre business model, il doit changer avec toutes ces nouveaux informations, changements, etc. qui arrivent. Donc vous aussi, vous devez être flexible et vous devez en fait vous réinventer régulièrement, hein. Oui, tout à fait. Bon, ben, super. Merci de votre écoute. On va faire place aux échanges. Qu'est-ce que tu Ouais, penses, Nina? bah, tout à fait. Donc, si vous avez des questions, on vous laisse du coup nous les dire dans le chat. On a répondu un peu au fil de l'eau, mais s'il y en a d'autres qui viennent, en tout cas, n'hésitez pas. Puis on Au arrive. revoir. On avance un peu comme ça, on vous laisse le temps de rédiger vos questions.
Oui, parce que là, bah, le prochain webinaire, le prochain webinaire aura lieu le 25 avril. Mais c'est pas un webinaire. Ah ben pourquoi tu écris webinaire alors? C'est les prochaines rencontres. Ben oui. Non, Le on arrive déjà à la fin de notre webinaire. Ouais. On arrive déjà à la fin de notre webinaire, donc merci, d'avoir, été, aussi nombreux ce matin avec nous. La prochaine, rencontre aura lieu le 25 avril à 7h30, hein. Voilà, Et ça sera un petit déjeuner, donc c'est pas un webinaire. voilà. Donc vous Et venez, là, hein. on va faire du sport, hein, tout de suite les matins, au bon réveil, on va faire du sport puisqu'on ira, à la course aux clients. Ouais, tout à fait. Mais pour ça, on vous fera passer, bien sûr, toutes les informations, que vous aurez besoin. Vous allez les recevoir, par mail, prochainement. Tout à fait. Donc, pour ceux qui souhaitent du coup des rendez-vous, n'hésitez pas à me solliciter. Donc, soit via l'adresse ccimoveup@0.cci.fr, soit via mon adresse mail hein, que vous avez tous. Donc, n'hésitez pas. Et après, il y en avait certains du coup d'entre vous qui étaient intéressés par un atelier sur le chiffrage et le décryptage de son premier bilan. Donc, je vais vous faire passer dans les prochains jours un lien vers un doodle avec 2 ou 3 dates pour vous permettre du coup de vous positionner et du coup je prendrai la date où forcément il y a le plus de monde. Mais avant de vous proposer ce doodle et de vous laisser, je vais vous proposer du coup un dernier sondage juste pour recenser vos besoins. Comme ça, je vais vous proposer vraiment des dates en cohérence avec vos réponses. Hop, donc là, je lance un sondage où il y a 2 questions normalement. Voilà, donc c'est plus pour savoir un petit peu où vous en êtes, quelles sont vos préférences au niveau de l'horaire, plutôt matin ou après-midi, et si vous avez du coup des attentes particulières par rapport à cet atelier. Et puis comme ça, en fonction, je vous propose du coup des dates qui correspondent. Alors, animation audio, toujours aussi vivant et agréable à suivre. Merci à vous pour la qualité de votre intervention et tout le reste. Ben, merci pour vos Merci questions. Laurent, super. Merci. Ça fait plaisir. Alors, du coup, je vois plutôt l'après-midi. J'ai une réponse l'après-midi, une réponse peu importe. OK. Ah, j'ai le matin. Bon, bah, j'ai un peu de tout, en fait. Ah bah, là, on est bien parti là, Cet hein. après-midi. Bon, après, voilà, si vous avez d'autres, on laisse un petit peu le questionnaire ouvert, donc n'hésitez pas à y répondre. Et pareil, s'il y a d'autres besoins, sachant que là, cette date, du coup, on va la rajouter. Mais derrière, ça ne va pas impliquer, enfin voilà, c'est pris en charge. Vous avez réglé l'inscription à MoveUp, donc c'est compté dans le parcours, hein. Il y a pas de, ça n'implique pas de coûts supplémentaires, C'est quoi. bien compris dans l'adhésion, hein, donc OK, Ouais, tout d'accord, à fait. parfait. Visiblement, bon, j'ai un peu importe et j'en ai 2 plutôt le matin, 2 plutôt l'après-midi. Bon, bah, du coup, je me débrouille, quoi. Merci. Tu fais peu importe. J'ai proposé plusieurs créneaux. Je vais en proposer sur le matin et l'après-midi. Et puis, comme ça, on verra ce qu'il en est en fonction, quoi, hein. Sachant que ce sera un atelier en présentiel. Normalement, la durée, c'est 3 heures, puisqu'on essaye de faire une partie pratique aussi. Mais après, c'est quelque chose qu'on peut aussi adapter si vous voulez que ce soit sur un temps plus court. Voilà, on peut aussi adapter ça. Donc, enfin voilà, quand je vais vous envoyer le mail, faites-moi vos retours aussi. Voilà, si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Donc, du coup, je vais vous proposer plusieurs dates, matin, après-midi. Voilà. Peu Et importe. je note vos attentes. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre présence et pour la richesse de nos échanges, parce qu'on s'est bien régalé. Et puis, bah, on se retrouve en avril, hein, de toute façon. Je confirme Nina, c'était vraiment très agréable de co-animer, cette, webinaire avec toi ce matin. Merci beaucoup de vos réactions et actions et ben, on vous dit à très bientôt, 25 avril, 7h30, Ouais, c'est ça. matin sportif, hein? Voilà, donc je précise quand même que la porte principale de la Ah CCI ne oui, sera pas ouverte. Donc ça, je vous le précise. Bon, pour ceux qui connaissent, normalement, ils le savent, mais du coup, vous rentrerez par les coulisses. Donc là, voilà, donc on suit bien le thème, mais du coup, vous rentrerez par la petite porte qui est sur le côté gauche, enfin, oui, sur le côté gauche du bâtiment, au niveau de l'allée pour aller au parking, en fait, derrière. Voilà, donc vous rentrerez par là. Donc pas d'inquiétude si l'accueil est fermé. Voilà. J'en dis pas plus. je suis sûre que vous allez trouver de moyens pour rentrer, donc vous inquiétez pas, hein? Je ne fais pas de soucis là-dessus. Je vous laisse du coup passer une super journée et puis on se voit. Alors non, c'est pas à la CCI 7, c'est à la CCI de Mobio
au niveau de l'aéroport, on est, hein. À la CCI 7, il y a aussi des événements qui sont organisés, mais ça n'a rien à voir avec CCI Move Up. Donc là, c'est bien la CCI de Moyo, zone aéroportuaire. Voilà, mais je vous enverrai toutes les infos de toute façon. D'ici là, on fera un petit point avec Anne-Laure pour vous faire un petit mail. OK. Bon, mais merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne journée, ensoleillée en plus. Ouais. Donc, et je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.